Plutôt que de faire un catalogue qui va vous sembler très fastidieux et ennuyeux, je voudrais vous raconter plutôt des expériences personnelles. D'abord, quand j'ai commencé à Bichat, comme interne, j'étais interne provisoire à l'époque. J'étais dans un service de phthysio. Et la streptomycine, on ne pouvait pas bien s'en servir. Hein, c'est un des antibiotiques quand même, un des grands antibiotiques, parce que ça rendait les gens sourds de façon irréversible. Alors on a ajouté un hydroxyle. Les gens vous diraient maintenant de la poudre de perlimpinpin. C'est possible, n'empêche que du jour au lendemain, la streptomycine devenait utilisable. C'était en 1951-52. Donc vous voyez, c'est quand même assez... C'est un petit peu âgé. Mais des révolutions comme ça, il y en a eu beaucoup. Pour vous en donner une autre que vous connaissez bien, c'est celle des corticoïdes, par exemple. Bon, les corticoïdes, ça a vraiment été lève-toi et marche. Les gens qui étaient, vous voyez à l'époque, plein de pauvres petites vieilles femmes. Quand je dis ça, maintenant, elles seraient considérées peut-être comme des jeunesses, mais elles marchaient presque courbées en deux. La strepto, pas la strepto, les corticoïdes, terminé, elles étaient droites comme un nid. Bon, on s'est aperçu après qu'il y avait quelques petits ennuis. On est arrivé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens qui avaient le même effet mais qui n'avaient pas les mêmes inconvénients. Et des histoires comme ça, je peux en raconter des mille et des cents. C'est une vraie révolution qui s'est passée juste après la guerre, qui a commencé bien sûr avec les antibiotiques, mais qui a concerné tous les domaines de la pathologie. Le bilan, moi je dirais, est extrêmement positif si on le regarde par rapport à nous, à notre situation de santé, si vous le regardez par rapport à l'espérance de vie. Mais si vous le regardez par rapport à la guérison des maladies, on est encore loin de compte. Vous n'avez qu'une maladie sur 3 que l'on sait guérir. Ça vous donne une idée du champ qui reste à parcourir. Mais dans les pays en voie de développement, il faut quand même avoir conscience que c'est 1 sur 8, et au mieux 1 sur 6. C'est-à-dire qu'il reste plein de maladies à guérir dans des conditions qui nous échappent un peu. Sans repartir tellement loin, mais disons aux alentours des années 50, hein, mi-années 50, jusqu'en 59-60. La France avait à l'échelon mondial le 2e rang d'inventeurs de médicaments. Nous arrivions tout de suite après les Américains. Les Américains sont toujours restés leaders, ils le sont toujours aujourd'hui, de très loin. Il y a des raisons à cela, on en parlera peut-être. Mais la France était le 2e. Surtout lorsqu'on a mis sur pied le brevet spécial de médicaments. Et puis, cette 2e place s'est défaite petit à petit. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas attrister les gens de l'industrie pharmaceutique, mais on en est réduit à une 7e place qui est presque la dernière, et encore, on voit arriver les Coréens qui commencent à nous passer devant le nez, les Japonais, alors là, bien sûr, les Brésiliens, on les sent frapper à la porte, quant aux Chinois, j'en parle pas. Et là, quelque part, pour moi en tout cas, hein, ça me semble au plan politique une espèce de démission. Il y a un état d'esprit, si vous voulez, chez nous, qu'on ne rencontre pas aux États-Unis, par exemple. Hein. Il n'y a pas ce frein-là. Mais qui est chez nous, qui est une culture latino élargie, si vous voulez, parce que chez les Allemands, c'est un peu la même chose. Chez les Anglais aussi, mais moins. Les Anglais sont plus concrets, sont plus pratiques. Eh bien, petit à petit, tout votre problème, c'est « ah, ça dépense trop ». Alors vous avez des gens qui ont des pouvoirs, qui disent « non, on va peut-être faire quelque chose d'intermédiaire ». Mais c'est jamais clair. Je n'ai jamais vu une politique du médicament mise sur le tapis. Quand vous regardez, je crois qu'en 40 ans, on a eu plus de 20 plans différents de restructuration de la sécurité sociale, qui à chaque fois se sont faits aux dépens du médicament. Comment voulez-vous qu'ils essayent d'avoir une politique qui soit crédible? C'est extrêmement difficile. Alors, je critique personne ce faisant. Hein. Je ne dis pas c'est pas bien, c'est bien, c'est bien. Je dis simplement c'est dommage. Il y en a qui le font et ça marche. Au Japon, les industriels se réunissent avec les pouvoirs publics, les scientifiques, et ils se mettent d'accord sur un plan. Alors, les discussions sont compliquées, mais chacun sait qu'une fois le plan est appliqué, ça ne bougera plus. Il y avait 21 objectifs qui avaient été arrêtés, il y en avait 9 qui concernaient la santé. Les 9 ont été réalisés.
qu'est-ce qu'on attend chez nous? Mais attendez, mais pour mettre... Chacun de ces personnes a un pouvoir sur la chaîne de la thérapeutique et du bien-être des Français. C'est une tendance forte de la Commission. Elle le souhaite. Elle fait des appels du pied sans arrêt. Elle crée des petits trucs. Elle mobilise des fonds. Elle en a conscience. Alors il suffirait peut-être de l'aider un petit peu. Mais je crois que vous n'échapperez pas quand même à un effort national. Je dois vous paraître un peu nationaliste, mais vous savez, ce qu'on fera chez nous, on pourra le faire en Europe après. Penser que ça se passera à l'inverse, j'y crois pas. C'est pas parce que l'Europe voudra quelque chose qu'on l'acceptera. Au contraire, il y aura une espèce de refus instinctif. Ah, c'est pas la France, ou pas. Donc il faut partir malheureusement de la France vers l'Europe plutôt que de l'Europe vers la France. Donc il y a à créer une structure qui n'existe pas, interministérielle, qui devrait dépasser l'existence même des ministres, mais qui devrait aboutir à une politique consentie entre les deux, ou imposée même, peu importe, mais qui soit claire. Le problème pour les industriels, à mon avis, le problème pour les industriels, il n'est pas d'être, comment dirais-je, gênés par ce qu'on leur impose, au plan général, au plan politique, je ne parle pas au plan économique, alors là ils sont au courant, mais ils sont gênés par le fait d'avoir rien. Les coûts de recherche et de développement sont devenus tellement élevés que les grandes entreprises ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient il y a 40 ans, c'est-à-dire des recherches tous azimuts. Maintenant, ils sont obligés de faire des choix. L'ennui, c'est que quand vous faites un choix, vous n'êtes jamais sûr d'arriver, et si vous vous plantez, là, vous risquez de mettre la société en danger. 1 milliard d'euros, c'est la somme qui est nécessaire maintenant pour découvrir un médicament, mais il faut bien savoir que ce n'est pas tellement la recherche qui coûte le plus cher dans cette affaire. C'est le développement, bon, aussi, sans donner la définition de l'un par rapport à l'autre. Le développement, c'est tout ce qui va permettre toutes les expérimentations toxicologiques, pharmacologiques, cliniques, pour amener le médicament à l'autorisation de mise sur le marché. Notre pays a une caractéristique. Il est très long à prendre conscience de quelque chose. Et puis d'un seul coup, ça lui vient, et hop, il change complètement. Or, si on était dans un schéma traditionnel de recherche thérapeutique comme on les connaissait il y a 40 ans, je dirais rattraper le train qui est là, on ne va même pas, on peut toujours courir après le train de queue, on ne le rattrapera pas. Là, pour l'instant, on entre dans un schéma qui correspond à des sciences du vivant biologiques au sens intime, le plus intime de l'être. Et là, vous avez devant vous des capacités de découverte absolument extraordinaires.